Dans un village où le ciel rencontrait la terre et où les traditions étaient aussi anciennes que les arbres baobabs murmurants, vivait une femme nommée Assia. Assia était envoûtante, ses yeux étaient des bassins sombres de sagesse et son rire avait le pouvoir de faire sourire le plus austère des anciens. Pourtant, malgré sa beauté et son charme, elle restait célibataire. Fatiguée de sa solitude et désespérée de trouver un mari, Assia consulta l'oracle, une vieille femme sage nommée Nia, qui pouvait communier avec les ancêtres dans une hutte qui sentait les herbes et les parchemins anciens. Nia parla. « Enfant, ton destin est la prophétie, unique en son genre. L'homme qui sera le père de ton enfant deviendra le chef de ce village et son règne apportera une prospérité inégalée. » Intriguée et enhardie, Assia élabora un plan radical, elle coucherait avec chaque homme éligible du village. De cette façon, pensait-elle, elle trouverait non seulement son mari destiné, mais aussi le meilleur futur dirigeant pour son peuple. Au fil des semaines et des mois, le village commença à bruire de rumeurs. La recherche non conventionnelle d'un mari par Assia devint le sujet de conversation à chaque rassemblement autour du feu. Enfin, Assia se retrouva enceinte. Elle était radieuse, son ventre rond et plein, un témoignage vivant de la prophétie. À l'approche de sa date d'accouchement, la tension s'épaississait dans l'air. Chaque famille ayant un fils éligible commençait à revendiquer l'enfant à naître comme le leur, réclamant ainsi le futur chef. Au milieu de ce maelstrom, Assia donna naissance à un garçon en bonne santé. Le village se réjouit, mais la joie fut de courte durée car le problème suivant était immédiat et pressant, qui était le père de cet enfant né pour régner. Les anciens se réunirent, les femmes bavardèrent, les guerriers affûtèrent leurs lances, chacun avait une théorie et chaque homme voulait un test. Le village était au bord d'une guerre civile et seule l'identification du véritable père de l'enfant pouvait apporter la paix. Pourtant, Assia restait sereinement confiante. Elle savait que la prophétie ne la trahirait pas, ni son peuple. Et ainsi, avec son nouveau-né blotti dans ses bras, elle attendit la révélation qui changerait à jamais le destin de son village. Une semaine passa depuis la naissance du fils d'Assia, qu'elle nomma Tariq, signifiant celui qui frappe à la porte. Il semblait que Tariq frappait effectivement à la porte d'une nouvelle ère pour le village, une ère pleine d'incertitude et d'anticipation. Le Conseil des Anciens, l'organe vénérable responsable des grandes décisions du village, se réunit sous le plus ancien des baobabs, dont les branches noueuses semblaient ployer sous le poids de la décision monumentale à venir. Nos ancêtres nous ont toujours montré la voie en temps d'harmonie et de discorde, dit Cato, le plus âgé parmi eux, sa voix tremblant comme les dernières feuilles d'automne. Nous devons chercher leur sagesse pour résoudre cette crise. À ce moment-là, Nia, l'oracle, fit son entrée dans le cercle, ses yeux brillant d'un feu presque surnaturel. « J'ai parlé avec les ancêtres », commença Nia, sa voix une mélodie envoûtante qui fit taire même les cigales. Il propose un test qui révélera non seulement le père du jeune Tariq, mais aussi le futur leader de notre peuple. Des murmures se répandirent à travers le conseil, même parmi les anciens qui avaient vu de nombreuses récoltes et de nombreuses saisons, c'était sans précédent. Le test, continua Nia, exigera que chaque père potentiel entreprenne un voyage vers la montagne sacrée. À son sommet se trouve une pierre, pas n'importe quelle pierre, une pierre de lune imprégnée de la sagesse de nos ancêtres. L'homme qui reviendra avec cette pierre sera considéré comme le véritable père et le chef destiné de notre village. Un souffle collectif se fit entendre. La montagne sacrée était un lieu de nombreux périls, bêtes sauvages, terrains traîtres, épreuves spirituelles qui pouvaient briser même la volonté la plus forte. Pourtant, le Conseil des Anciens savait qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Après un moment de silence méditatif, Cato parla. « Alors, c'est décidé. Chaque prétendant partira à l'aube dans 3 jours. Que les ancêtres nous guident. » Lorsque le conseil se dispersa, une myriade d'émotions remplit la place du village. Excitation, peur, espoir, tous tissés ensemble dans une tapisserie aussi complexe que la vie elle-même. Assia, tenant Tariq près de sa poitrine, ressentit une assurance calme l'envahir. Les ancêtres avaient fixé la scène et maintenant c'était aux hommes de prouver leur valeur. Mais même elle ne pouvait prévoir les rebondissements à venir, car le voyage vers la montagne sacrée était un voyage qui apporterait des révélations surprenantes, qui changerait le village et ses habitants d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Lorsque l'aube se leva 3 jours plus tard, un silence expectatif enveloppait le village. L'air était épais de l'odeur de la sauge brûlante tandis que de l'encens s'échappait des maisons, cherchant les bénédictions des ancêtres pour le voyage à venir.
6 hommes se tenaient sur la place du village, chacun représentant une famille différente revendiquant Tariq comme leurs parents. Leur visage était un canevas d'émotions, empressement, peur et une excitation latente presque palpable. Assia, berçant Tariq dans ses bras, les observait silencieusement, ses yeux rencontrant les leurs, un message muet qui semblait dire que le meilleur gagne. Au son d'un corps de voyage et au battement des tambours, le voyage commença. Chaque homme portait une sacoche remplie d'offrandes, noix de cola, vin de palme et amulettes sacrées pour honorer les esprits de la montagne sacrée. Le chemin était semé de défis à la fois physiques et mystiques, des rivières sinueuses comme des serpents, des forêts murmurant des secrets, et des grottes résonnant des rires et des pleurs d'âmes oubliées. Cependant, le véritable test se trouvait au pied de la montagne sacrée. Un autel de pierre se dressait là, inscrit de runes anciennes racontant des histoires de héros et de dieux, d'amour et de trahison. À côté de l'autel se trouvait un bassin d'eau si clair qu'il reflétait leurs peurs et désirs les plus profonds. Lorsque les hommes atteignirent l'autel, une voix résonna autour d'eux, une voix si éthérée qu'elle semblait appartenir à la montagne elle-même. « Offrez ce que vous appréciez le plus et vous pourrez avancer. » La voix résonnait, emplissant l'air d'une gravité non dite. Un par un, les hommes s'approchèrent de l'autel, certains offrant de l'or, d'autres des héritages transmis à travers les générations, mais rien ne se produisit. Le chemin vers le sommet restait scellé, comme pour se moquer de leurs tentatives futiles. Enfin, ce fut le tour de Géno. Géno n'était ni le plus riche ni le plus fort parmi eux, mais il était connu pour sa sagesse et son humilité. Au lieu de placer un objet sur l'autel, il s'agenouilla et offrit une prière pour le village, pour Assia et pour les générations à venir qui hériteraient de la terre. Lorsqu'il termina, l'autel se mit à luire d'une lumière douce et radieuse, et le chemin vers le sommet s'ouvrit comme appelé par sa sincérité. Émerveillés et humbles, les hommes suivirent Géno qui les guida. Le poids de leur voyage sembla s'alléger, leur détermination s'intensifier, liés par une compréhension nouvelle que le véritable leadership nécessitait plus que la richesse ou la force, il exigeait la sagesse du cœur. L'ascension de la montagne sacrée n'était pas une montée ordinaire. Chaque pas semblait être une danse entre le terrestre et le divin, où l'effort physique rencontrait l'illumination spirituelle. Les hommes sentaient leur souffle se faire plus court, mais leur sens s'aiguiser. Chaque rocher, chaque rafale de vent semblait imprégné de la sagesse ancestrale. Enfin, ils atteignirent le sommet, où le ciel nocturne semblait à portée de main. À portée de main, des étoiles scintillantes témoignaient de ce moment crucial dans l'histoire du village. Là, se trouvait la pierre de lune, brillant doucement au clair de lune, presque comme si elle pulsait au rythme des battements de cœur de la montagne elle-même. Géno s'approcha de la pierre en premier, ses mains tremblantes alors qu'il touchait sa surface froide. La pierre de lune s'illumina, son éclat s'intensifiant en un rayon radieux qui se dirigea vers le ciel, revenant sous forme de cascade de lumière qui l'enveloppa. « Fils de Kofi », une voix céleste résonna, « tu as prouvé ta valeur. Cet enfant, Tariq, est le tien et tu es destiné à diriger ton peuple. » Submergé par l'émotion, Géno tomba à genoux. Les hommes qui l'accompagnaient restèrent silencieux, humbles et stupéfaits par cette révélation, leur envie et leur rivalité antérieure se dissipant comme la brume matinale. En descendant la montagne, le village apparut, baigné dans la douce lueur de l'aube. Les hommes se sentaient différents, transformés non seulement par la révélation mais aussi par le voyage lui-même. C'était comme s'ils avaient perdu des couches d'ignorance et d'ego, révélant de nouvelles peaux de sagesse et d'humilité. À leur arrivée, tout le village s'était rassemblé, la tension dans l'air palpable, une mer de visages anxieux et expectants. Géno s'avança, tenant la pierre de lune bien haut pour que tous puissent la voir. « Les ancêtres ont parlé », déclara-t-il. « Je suis le père de Tariq et c'est mon destin de diriger ce village. » Un souffle collectif suivi d'un rugissement de joie et d'ululation s'ensuivit. Les anciens hochaient la tête en signe d'approbation, leur foi en la sagesse ancestrale réaffirmée. Assia, avec Tariq dans ses bras, s'avança vers Géno. Leurs yeux se rencontrèrent et, à ce moment-là, toutes les complexités et les difficultés semblèrent fondre, laissant place à une compréhension pure et tacite. Tandis que Géno prenait son fils dans ses bras pour la première fois, le village éclata en célébration joyeuse. Mais Assia savait que ce n'était que le début. Ils avaient évité une crise et peut-être même entamé un nouveau chapitre de leur histoire, mais le véritable travail consistait à élever un enfant destiné à la grandeur et à diriger un village vers la prospérité.
Pourtant, avec la pierre de lune comme guide et la sagesse ancestrale dans leur cœur, ils étaient prêts à affronter ensemble les défis à venir. Plusieurs lunes s'étaient écoulées depuis le jour où Géno avait été déclaré père de Tariq et futur chef du village. Un sentiment de paix et de prospérité semblait s'être installé sur la communauté, un témoignage de la prophétie annoncée, ou du moins, il en avait l'air. Un soir fatidique, alors qu'Assia nourrissait Tariq à l'ombre de leur hutte familiale, elle entendit une conversation discrète derrière le grand baobab qui se dressait comme un sentinelle près de chez elle. « Tu as bien fait, Géno. Le village ne se doute de rien et la prophétie semble accomplie, la voix rauque de Nia, l'oracle, était inconfondable. Ma conscience est troublée, Nia. Nous avons trompé les gens qui nous font confiance et j'élève un fils qui n'est pas vraiment le mien, la voix de Géno tremblait de regret. Ah, mais tu seras un chef sage et bienveillant, n'est-ce pas ce qui est le mieux pour le village? Une tromperie bienveillante, je l'appelle, répondit Nia, son ton glaçant de désinvolture. Le cœur d'Assia se serra. La trahison, tel un serpent furtif, avait pénétré son jardin de confiance. En regardant Tariq, innocent et ignorant, une nouvelle détermination prit forme en elle. Les villageois pouvaient avoir été trompés, mais ils méritaient la vérité, surtout lorsqu'il s'agissait d'un futur chef. Et son fils Tariq méritait de connaître son véritable héritage. Mais comment exposer cette conspiration sans plonger le village à nouveau dans le chaos? Assia savait qu'elle devait avancer avec précaution. La pierre de lune, le symbole même de la prétendue légitimité de Géno, lui semblait soudainement comme la clé d'un secret, un secret que seul le véritable père pouvait déverrouiller. Alors que le village dormait, inconscient de la tempête qui se préparait en silence, Assia commença à élaborer un plan, un test si définitif qu'il révélerait le véritable père sans aucun doute ni contestation. Mais d'abord, elle devait s'assurer de l'authenticité de la pierre de lune, car si cette pierre faisait partie de la tromperie, son pouvoir mystique pourrait encore pointer vers le véritable père, à condition qu'elle soit soumise à un rituel connu seulement des sages les plus éclairés. Ainsi, sous le voile de la nuit, Assia se mit en route pour consulter la seule personne en dehors du village qui pouvait l'aider, le sage ermite de la forêt d'ébène. Le voyage d'Assia à travers la forêt d'ébène était parsemé de risques, des pièges cachés, des prédateurs nocturnes et une obscurité menaçante. Mais la détermination d'une mère n'a pas de limite, surtout lorsque l'avenir de son enfant est en jeu. Au plus profond de la forêt, où les arbres anciens semblaient toucher les cieux, Assia atteignit enfin la demeure isolée du sage ermite. Avec une longue barbe flottante et des yeux portant la sagesse des âges, le sage l'accueillit. « Je t'attendais, Assia, » commença le sage. La forêt murmure des histoires et ta situation n'est pas passée inaperçue. Rassemblant son courage, Assia raconta tout au sage. La naissance de Tariq, le voyage vers la montagne sacrée et la conspiration entendue entre Géno et Nia. « Je cherche la vérité, sage, » conclut-elle. La pierre de lune peut-elle encore révéler le véritable père de Tariq? Le sage ermite caressa pensivement sa barbe avant de parler. La pierre de lune est une relique ancienne de la vérité. Son pouvoir peut être manipulé, mais il ne peut pas être entièrement corrompu. Il existe un rituel, perdu dans le temps mais connu de moi, qui peut purifier la pierre de toute tromperie. L'espoir s'alluma dans les yeux d'Assia alors qu'elle écoutait attentivement le sage. Tu dois accomplir le rituel de la vérité lors de la nuit de la nouvelle lune. La pierre de lune, baignée dans les eaux sacrées du lac des murmures et soumise à ce rituel, ne brillera que dans les mains du véritable père. Armée d'un nouvel espoir et des instructions détaillées du sage ermite, Assia le remercia et retourna au village, son cœur battant d'un mélange d'espoir, de peur et d'anticipation. Elle arriva juste avant l'aube, rentrant discrètement chez elle sans être remarquée. Dans ses yeux brillait une lueur de détermination, car elle savait ce qu'elle devait faire ensuite, récupérer la pierre de lune de son sanctuaire gardé et la préparer pour le rituel de la vérité. Les enjeux étaient énormes. Si elle réussissait, tout le village connaîtrait enfin la vérité, mais si elle échouait, elle risquait non seulement sa propre réputation, mais aussi la paix et l'harmonie qui enveloppaient actuellement sa communauté. Alors qu'elle déposait Tariq dans son berceau, elle regarda son fils, son visage paisible dans le sommeil, complètement inconscient des tourments entourant sa jeune vie. La nouvelle lune était dans 3 nuits et Assia savait que l'avenir de sa famille et de son village serait irrémédiablement modifié par ce que la pierre de lune révélerait ou ce qu'elle échouerait à révéler. À mesure que la nouvelle lune approchait, Assia ressentait le temps se compresser, chaque seconde chargée de révélations imminentes ou de conséquences désastreuses.
Elle avait réussi à acquérir discrètement la pierre de lune de son sanctuaire grâce à l'aide d'un garde sympathique qui croyait en sa quête de vérité. Maintenant, elle reposait sous les planches de son plancher, pulsant comme si elle était consciente de son rôle imminent. Enfin, la nuit de la nouvelle lune arriva. Avec Tariq endormi en sécurité et Géno absent pour une réunion du conseil, Assia saisit son opportunité. Elle déterra la pierre de lune et se mit en route vers le lac des Murmures, un plan d'eau isolé censé posséder des énergies purificatrices, enveloppé par l'obscurité. Le cœur battant au rythme de ses pas, Assia atteignit le lac et commença le rituel de la vérité. Elle immergea la pierre de lune dans l'eau en récitant les anciennes incantations que le sage ermite lui avait enseignées. Lorsque la dernière syllabe quitta ses lèvres, la pierre de lune émit une douce lumière blanche, illuminant les eaux sombres. Pendant un instant, Assia ressentit une vague d'énergie la traverser, comme si les esprits du lac murmuraient leur approbation. Avec la pierre de lune désormais purifiée et activée, elle retourna au village, chaque pas marqué par l'anticipation et la peur. Ce soir, le village se rassemblerait pour la fête des ancêtres, une nuit de célébration, mais pour Assia, une nuit qui serait témoin de sa vindication ultime ou de sa plus profonde disgrâce. À la fête, alors que les villageois dansaient et chantaient, Assia révéla la pierre de lune, affirmant qu'elle avait été renforcée par les esprits pour une bénédiction spéciale. La foule, excitée par la ferveur collective et l'intrigue, était impatiente de voir le spectacle. Selon les anciens écrits, que chaque père potentiel tienne la pierre, annonça Assia, sa voix sans faille. Le véritable père de Tariq activera sa lumière. Un à un, les hommes s'avancèrent, chacun tenant fermement la pierre de lune, mais la pierre resta inerte, sa lumière faible comme si elle retenait son pouvoir. Enfin, ce fut le tour de Géno. La foule retint son souffle collectif. Géno tint la pierre et elle vacilla, mais ne s'illumina pas complètement. Des murmures traversèrent la foule, se transformant en exclamations de surprise et de confusion. Avant que quiconque puisse parler, une voix s'éleva du fond. « Attendez, la pierre ne parle pas seulement aux mains qui la tiennent mais aux yeux qui la regardent. Assia, regarde la pierre. » C'était Nia, ses yeux brillants d'un mélange de peur et d'excitation. Assia leva son regard pour rencontrer celui de Géno, puis baissa les yeux vers la pierre de lune. À ce moment-là, la pierre vacilla violemment puis s'éteignit. Des exclamations de surprise emplirent l'air, le visage de Géno devint livide. Les yeux d'Assia rencontrèrent ceux de la foule et, en cet instant, ils surent tous que Géno n'était pas le véritable père. Le silence fut brisé par le rire maniaque de Nia. Vous voyez, même les plans les mieux élaborés échouent face à la volonté des esprits. À la suite de l'échec du rituel, le village fut consumé par un mélange volatile d'incrédulité, de colère et de curiosité urgente. Les anciens appelèrent à une réunion immédiate du conseil, l'atmosphère était chargée de tension, plus épaisse que l'air humide de la nuit. Nia fut la première à parler, sa voix empreinte d'un mélange de regret et de révélation. Mes chers villageois, nous avons été pris dans une toile de tromperie. Les esprits ont parlé à travers la pierre de lune. Géno n'est pas le véritable père. Cependant, cela doit être un moment de réveil, pas de division. Le conseil éclata en une cacophonie d'arguments et d'accusations. Enfin, le chef des anciens, Mbaka, se leva, sa sagesse séculaire commandant le silence. Les esprits ancestraux ne sont pas satisfaits de notre folie. Nous devons chercher la vérité et ne pas laisser la division nous déchirer. Se tournant vers Assia, il dit « Tu as invoqué les esprits et découvert une terrible vérité. Que proposes-tu de faire maintenant ?» La voix d'Assia était ferme. « Je propose un autre rituel, un qui ne peut être trafiqué. Que chaque homme du village vienne et prête un serment ancestral au bord de la rivière de la vérité. Là, ils déclareront leur paternité et la rivière, témoin divin, révélera le véritable père. » Le conseil accepta, fixant le rituel pour l'aube suivante. Personne ne dormit cette nuit-là, leurs rêves perturbés par des murmures de scandale et des vents de changement. À l'aube, le village se rassembla au bord de la rivière de la vérité, ses eaux étant bénies par les dieux. Un à un, les hommes prêtèrent le serment ancestral, jurant leur innocence ou leur culpabilité. Enfin, ce fut le tour de Géno. Il s'avança, ses yeux rencontrant ceux d'Assia. En cet instant, Assia vit une lueur de quelque chose. Était-ce du regret ou peut-être une silencieuse demande de pardon? Géno plongea sa main dans la rivière, récitant solennellement le serment. Alors qu'il parlait, les eaux autour de sa main s'assombrirent mais ne changèrent pas de couleur, signe d'un serment véridique.
La foule était en suspense, attendant un signe divin. Soudain, un cri retentit du fond de la foule. Tous les yeux se tournèrent vers un jeune homme, Mazi, tremblant alors que les os autour de sa main immergés de vin doré, signe irréfutable de la vérité reconnue dans les rituels divins. Mazi, fils de Oko, annonça l'ancien Mbaka, tu es le véritable père de Tariq, comme déclaré par la rivière de la vérité. Un souffle collectif traversa la foule. Mazi était l'un des hommes les plus reclus du village, connu pour sa nature tranquille et rarement impliqué dans les affaires communautaires. Alors que Mazi s'avançait timidement, les yeux d'Assia rencontrèrent les siens. Dans cette brève connexion, elle vit des éclats d'intégrité et de sincérité, des caractéristiques qu'elle avait recherchées mais jamais trouvées jusqu'à présent. La révélation de Mazi comme le véritable père ébranla les fondations même du village. Des murmures résonnèrent parmi la foule alors que Mazi s'approchait d'Assia et de Tariq, ses yeux pleins d'humilité et d'une force tranquille. L'ancien Mbaka s'avança, sa présence silencieuse apaisant la foule. La rivière de la vérité a parlé. Mazi est le père et nous devons honorer ce verdict divin. Il se tourna vers Geno et Nia, ses yeux se plissant. Quant à ceux qui nous ont égarés, ils devront faire face au conseil des anciens pour leurs actions. Mazi prit sa place aux côtés d'Assia et de Tariq. En cet instant, Assia sentit qu'un nouveau chapitre de leur vie allait commencer, marqué par l'honnêteté, le respect et l'amour, des choses qui avaient tant manqué à son passé récent. En tant que père légitime, je ferai de mon mieux pour assumer cette responsabilité, déclara Mazi, sa voix teintée d'une véritable détermination. Les villageois se dispersèrent, leur cœur et esprit tourmentés par un mélange de soulagement, de curiosité et de doute persistants. L'atmosphère était électrique et un sentiment d'anticipation emplissait l'air. Il était clair que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Ce soir-là, le Conseil des Anciens se réunit en session d'urgence pour discuter du sort de Geno et Nia. La chambre était tendue alors que les Anciens évaluaient les implications de leurs décisions. Enfin, ils arrivèrent à un verdict. Geno fut déchu de son titre et de son statut, contraint de réaliser des travaux d'intérêt public en signe de rédemption. Nia fut bannie de son rôle d'oracle, sa position devant être occupée par un nouveau voyant choisi par consultation divine. Tous deux furent confrontés au village le lendemain pour présenter publiquement leurs excuses pour leur tromperie. Il y avait une palpable aire de disgrâce autour d'eux, mais aussi un sous-ton de tragédie, rappelant que même les actions bien intentionnées peuvent mener à des résultats désastreux lorsqu'elles dévient du chemin de la vérité. Les mots prophétiques selon lesquels Tariq était destiné à diriger semblaient se réaliser alors que le village prospérait de manière inattendue, les récoltes étaient plus abondantes, les disputes entre villageois diminuaient et une nouvelle unité prenait racine. Même Geno, humilié par sa disgrâce publique, trouva un chemin vers la rédemption par une sincère expiation, et Nia, bien que déchu de son titre, commença une vie tranquille de réflexion, sa sagesse n'étant plus mêlée de manipulation. Ainsi, dans un village ébranlé jusqu'à son noyau, une nouvelle aube émergea, plus brillante, plus sage et pleine de promesses. Bien que des défis surgissent inévitablement, la communauté avait été fortifiée par les vertus irremplaçables de la vérité et de l'unité, et cela fit toute la différence. Assia, Mazi et Tariq se tenaient au seuil d'une nouvelle vie prometteuse, leur cœur aligné avec la sagesse durable selon laquelle la vérité, une fois révélée, a le pouvoir de guérir, d'unir et d'annoncer un avenir plus radieux. Merci d'avoir suivi ce récit captivant. Parfois, le chemin vers la vérité est tortueux et ardu, mais c'est un voyage qui en vaut la peine car la vérité nous libère. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires aussi intéressantes.